Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation des résultats de l'étude Transition écologique et travail que nous avons menée en 2022 auprès des entreprises des Hauts-de-France. Ce webinaire se déroule lors de la semaine de la qualité de vie au travail qui se tient du 19 au 23 juin sur les thèmes de la transition et du travail. Donc, on est pile poil dans le thème aujourd'hui. Donc, on a une série d'événements qui sont menés au niveau national et au niveau régional sur la thématique. N'hésitez pas à aller consulter le programme des événements, soit sur le site de l'ANACT, soit sur le site de l'ARACT au niveau régional. Et vous aurez également accès aux différents webinaires qui seront présentés tout au long de la semaine et au replay. Ce webinaire se tiendra en 2 temps. Dans un premier temps, je vous ferai un retour sur l'étude et dans un second temps, on a la chance d'avoir Audrey Degnaud qui est avec nous et qui nous fera un témoignage sur la conduite des projets de transition écologique chez U2R. N'hésitez pas à intervenir lors de ce webinaire, soit au travers de l'onglet chat, si vous avez des remarques à faire, des petits bonjours, voilà. Et surtout à utiliser l'onglet questions pour poser toutes vos questions. Nous essaierons d'y répondre au maximum parce qu'on a la chance, le sujet attire beaucoup de monde, vous êtes assez nombreux. On essaiera de répondre au maximum à vos questions à la fin de chaque intervention. Donc, nous serons plusieurs à intervenir, notamment Audrey, qui est avec nous aujourd'hui pour présenter U2R et sa politique RSE et ses projets de transition écologique et le lien qui est fait dans les projets avec le travail. Voilà. Moi-même qui vous présenterai l'étude et j'ai la chance d'être accompagnée par Olivia Salé, du CERD, que vous voyez en bas de votre écran, qui faisait partie du comité de pilotage de l'étude, de Delphine Delouel, du service études de la CCI Hauts-de-France, qui nous a accompagnés dans la réalisation de l'étude, et d'Annie Jolivet, du CNAM, qui a été un appui technique tout au long également de sa réalisation. Donc, avant de commencer, 2-3 mots sur l'ARACT Hauts-de-France. Donc, l'ARACT, l'Agence régionale sur l'amélioration des conditions de travail. Donc, on dépend du réseau ANACT-ARACT au niveau national, dont le siège est basé à Lyon, et on fait partie des 16 agences régionales. Donc, l'ANAC est un établissement public qui est administré par l'État et par les partenaires sociaux, dont la mission principale est l'accompagnement des organisations à améliorer les conditions de travail en agissant sur différents leviers, notamment l'organisation du travail, la conduite des transformations, les relations professionnelles, la prévention des risques et je passe bien d'autres thématiques que nous menons en interne. On a un ancrage territorial qui est fort, on agit beaucoup avec nos partenaires sociaux, qui nous accompagnent dans nos orientations stratégiques et dans nos programmes d'activité, les partenaires institutionnels et aussi pour répondre à la demande sociale et institutionnelle régionale. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là qu'Olivia est également présente avec nous en tant que partenaire sur ce projet Transition écologique et travail. Delphine, je ne sais pas si tout le monde a le même accès que moi à l'écran, mais il y a un petit souci sur la présentation. Alors, j'ai repris quelques points d'ancrage de nos interventions au sein de l'ARACT. Comme on part tout le temps sur l'analyse du travail réel dans les entreprises comme support pour agir sur les conditions de travail et aussi en croisant surtout avec la performance des organisations. Pour nous, l'organisation du travail, le dialogue social, le développement des personnes contribuent forcément à cette performance, mais aussi sont des enjeux de réussite du changement dans les projets d'entreprise. Et dans notre approche, c'est lié à notre
à notre gouvernance historique et aussi à nos modes de fonctionnement, on mène souvent et tout le temps des approches paritaires et très participatives et on se positionne dans les démarches des entreprises comme facilitateur équidistant de ces parties prenantes internes. Donc là, c'était un petit retour rapide sur la RAC. On va passer très rapidement sur le vif du sujet, puisqu'on est 1 heure ensemble, donc c'est un temps très court pour vous présenter tous les résultats de cette étude. Et aussi pour avoir le témoignage d'une entreprise très concrètement sur la transformation du travail dans les projets de transition écologique. Donc, on va débuter rapidement. Donc, il faut savoir que la transition écologique, aujourd'hui, est un fait. Le changement climatique est une donnée scientifique reconnue et on sait que ça va amener, en tout cas, les entreprises à devoir soit atténuer leurs impacts sur le climat ou soit à devoir s'adapter dans les années à venir ou même dès aujourd'hui. De nombreuses études sont en train de sortir au niveau national. Je vous en cite que 2 aujourd'hui, notamment celle de l'UNEDIC sur travail en transition et celle du CESE sur le dérèglement climatique et santé au travail. Mais en tout cas, toutes ces études sont en train de révéler une évidence, c'est que ces enjeux de transition écologique aujourd'hui impactent les entreprises et leurs salariés et qui est nécessaire d'agir sur le plan du travail. En région, on a voulu vraiment mener cette étude pour bien identifier comment les entreprises régionales des Hauts-de-France intègrent l'enjeu de transition écologique dans leur stratégie et dans leurs entreprises de façon globale, et aussi quels liens elles font aujourd'hui sur les questions du travail. L'objectif était de vraiment mieux cerner comment les acteurs de l'entreprise, aussi bien dirigeants et salariés, appréhendent et s'emparent de ces enjeux de transition écologique et le lien qu'ils font avec le travail, mais également d'analyser les interrelations qu'il pouvait y avoir en interne dans leurs entreprises, notamment les moyens d'information et d'échange qu'il pouvait y avoir sur ces sujets de transition écologique et comment instruire et documenter ce qui fait obstacle ou levier aujourd'hui dans ces projets de transformation. Bien sûr, l'idée principale était d'identifier des pistes d'action qui visent à soutenir et à accélérer la mise en place de ces projets dans les entreprises. Donc, il faut savoir que cette étude qu'on a menée en 2022 trouve ses origines dans une étude exploratoire qu'on a menée en 2021 qui interrogeait 8 dirigeants d'entreprises sur la mise en place de ces projets de transition écologique et le lien qu'ils faisaient avec le travail. Cette étude était plutôt de l'ordre du qualitatif. Et là, on a voulu, au travers des 2 enquêtes statistiques élargies en 2022, justement conforter ou venir ou pas conforter justement les premiers résultats de cette étude exploratoire et surtout l'élargir à un échantillon d'entreprises représentatives de notre tissu économique et identifier si les pratiques se mettent réellement en place dans les entreprises et aussi identifier et élargir notre cible au travers des représentants du personnel. Donc pour cela, on a mené 2 enquêtes, une à destination des dirigeants qui s'est déroulée du 9 au 30 juin 2022 au travers d'une enquête téléphonique L'objectif était de recueillir 300 questionnaires. Donc, on a atteint cet objectif et surtout que ces résultats soient représentatifs du tissu économique régional, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on avait identifié des entreprises de plus de 10 salariés, puisque un de nos enjeux était d'interroger également la mise en place de ces questions dans le CSE, de discussion sur ces questions dans le CSE, et également avoir un échantillon représentatif en termes
d'emploi sur le territoire, mais également on a fait le choix de surreprésenter les entreprises qui étaient fortement émetteurs de gaz à effet de serre sur le territoire. Tous ces éléments, vous le retrouverez dans le rapport d'étude sur l'échantillonnage, les étapes qu'on a menées tout au long pour mener cette enquête. Et dans un second temps, on a interrogé également les représentants du personnel, puisque deux cibles différentes, mais avec un cadre d'intervention différent dans l'entreprise et des possibilités d'agir également différents dans l'entreprise. Donc, les représentants du personnel ont été interrogés plutôt au travers d'un questionnaire en ligne qui s'est tenu entre le 19 mai et le 20 juillet. On a eu 61 répondants à cette étude, donc ça ne nous permet pas d'avoir un échantillon assez représentatif et assez quantitatif pour pouvoir généraliser les résultats de cette étude. Cependant, ça nous donne quand même des premières hypothèses de travail à peut-être travailler plus finement dans des prochains questionnaires. Donc pour réaliser cette étude, on a été accompagné par la CCI Hauts-de-France, notamment par Delphine Denoual qui est là avec nous, lors de ce webinaire et qui pourra répondre à toutes vos questions, techniques, si nécessaire. On a eu l'appui technique également du CNAM sur, ce questionnaire et notamment d'Annie Jolivier, et on a constitué un comité de pilotage technique qui croisait aussi bien des compétences en termes de transition écologique, et on pense à Olivia Salé, aujourd'hui présente du CERD, aux équipes REV3 de la CCI Hauts-de-France, et des acteurs également de l'accompagnement de la transformation et du développement économique, notamment à travers la présence d'HDFiD, de l'UDP et des partenaires sociaux aussi qui étaient importants d'avoir autour de la table avec la CFDT. Cette étude est financée dans le cadre de notre programme annuel, aussi bien par l'ADRETS que la région, et également on a pu bénéficier d'un financement de l'Union européenne. Donc, on va rentrer concrètement dans les résultats de cette étude. Donc, ce qu'on a voulu mettre en avant, alors voilà, ce n'est pas exhaustif ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous conseille fortement d'aller télécharger les résultats. Mais en tout cas, voilà quelques éléments qui ressortent et qui nous semblent primordiaux. C'est que les dirigeants d'entreprise ont une vision quand même assez positive de la transition écologique, puisqu'aujourd'hui, pour plus de 66%, ils les voient soit comme une voie d'avenir pour leur entreprise ou la mise en place de valeurs dans l'entreprise. Par contre, il reste quand même 34% encore à convaincre, puisque pour 24% d'entre eux, la transition écologique reste une inconnue, et pour 10% d'entre eux, la voient vraiment comme une contrainte aujourd'hui. Alors, malgré cette vision positive, il faut savoir qu'on a interrogé justement ces dirigeants sur la prise en compte de la transition écologique dans leur stratégie, et aujourd'hui, ils sont encore assez peu nombreux à y accorder une place importante dans leur stratégie ou même dans les actions qu'ils peuvent mettre en place. Une entreprise sur 4 aujourd'hui accorde une place importante aux questions de transition écologique, et 41% y accordent peu d'importance. Donc là, on voit déjà une petite distorsion entre ces deux résultats. Malgré, sur cette vision positive, il faut savoir que l'action pour nous semble assez modérée encore aujourd'hui, dans le sens où les actions qui sont menées sont plutôt de l'ordre réglementaire ou de l'ordre de la bonne pratique. Je m'explique, les actions qui sont menées, on a interrogé sur une série de 15 actions, hein, qui n'étaient pas forcément exhaustives, mais on a essayé de le bâtir avec l'ensemble de notre comité de pilotage pour identifier les actions les plus largement possibles. Ce qui ressort, c'est que les actions qui sont mises en place concernent principalement la gestion des déchets et les économies, les consommations d'eau et d'électricité.
ce que vous pouvez retrouver dans ces 2 graphiques, en fait. Sur, les actions plutôt dites stratégiques, quand on parle d'achat responsable je pense à l'approche cycle de vie, approche produits et services dans les entreprises, là, ça reste quand même plus timide. Ce que relève également l'étude, c'est plus l'entreprise met en place d'actions, bah, forcément, plus elle s'oriente vers des actions stratégiques, dites, en tout cas, qu'on a qualifiées de stratégiques dans l'entreprise, à une dimension plus globale ou transversale. Et le nombre d'actions mises en place varie aussi avec, la taille de l'entreprise. Les entreprises de 50 salariés et plus sont les entreprises qui mettent le plus d'actions en place, dans leurs organisations. Sur, la vision de la transition écologique, on a voulu faire aussi un parallèle auprès des représentants du personnel et également sur, la mise en place de ces actions dans les entreprises. Donc là, je vous ai fait un petit zoom avec toute la prudence possible sur les résultats. Ça reste des pistes de réflexion et d'action vu le nombre de répondants à cette enquête. Il faut savoir que, la vision, enfin l'approche en tout cas est également positive, auprès des représentants du personnel, puisqu'ils considèrent que les impacts environnementaux en tout cas, heu, prennent une place importante ou assez importante dans les projets, des entreprises. Par contre, sur, l'action qui est mise en place dans les entreprises, 2 répondants sur 3 estiment que l'action de l'entreprise reste insuffisante et 46 des représentants, accordent quand même une place importante aux impacts environnementaux dans leur mission. Et quand on interroge les actions qui sont mises en place, on se rend compte qu'il y a une approche peut-être plus individuelle, où les questions de transport, par exemple domicile-travail, prennent une place peut-être plus importante que que par rapport aux dirigeants, qui sont questionnés sur les mêmes, questions. Donc ça, c'était vraiment l'approche transition écologique, de l'entreprise. On n'a pas voulu, tout de suite, interroger sur, transition écologique parce qu'elle peut être perçue très différemment d'une entreprise à une autre, d'un secteur à une autre, en fonction de la taille, des entreprises. Donc on les avait interrogés sur des questions très, concrètes et de la mise en place d'actions très concrètes dans les entreprises et ensuite on les a interrogés sur, l'impact de ces projets sur le travail. Alors, je ne sais pas Delphine, encore un petit souci d'affichage, alors je ne sais pas si ça me concerne uniquement. Donc voilà. Donc, en interrogeant l'impact de ces projets sur, les salariés, il faut savoir que 75 des répondants à cette étude, des entreprises interrogées, estiment que les actions, de transition mises en place ont eu un impact sur leurs salariés. Et quand on interroge le type d'impact, c'est l'organisation de l'entreprise qui ressort de manière très majoritaire puisque pour 60 des répondants, ces projets de transition ont eu un impact sur l'organisation de l'entreprise. Ensuite viennent les compétences à hauteur de 27 ou les conditions de travail à 17 Alors là, nous, ça nous interroge un peu. Ça peut être lié au fait qu'on les a interrogés de façon très individuelle et sur des actions très concrètes, sur, ces impacts, mais aussi ça peut être source de sous-estimation de ces impacts par les dirigeants. En tout cas, à questionner. Sur, les projets de transition écologique, et les impacts sur les salariés, c'est vrai que je ne vous l'ai pas précisé tout à l'heure, mais le questionnaire était construit en 2 parties. Une première partie de façon plutôt générale qui venait, questionner justement la mise en place, de façon globale dans l'entreprise et une deuxième partie du questionnaire qui concernait plutôt la mise en place concrète d'un projet de transition écologique dans l'entreprise et qu'on venait questionner. Sur, les impacts de ce projet,
donc on zoomait vraiment sur un des projets, mis en œuvre par l'entreprise. Il faut savoir que ce qui ressortait majoritairement sur la mise en œuvre de ces projets, c'était la mise en place de matériel, de nouvelles pratiques de travail ou d'organisation du travail. Et que pour y faire face, ben, ça a amené de nouvelles actions dans l'entreprise également. Donc vous ne voyez pas forcément le graphique, mais je vous invite à aller, le consulter dans la synthèse et dans le rapport d'études qui sera mis à disposition. Ben, c'était également la mise en place de nouvelles organisations du travail, nouvelles modes de management, nouvelles compétences, et donc de la formation également à mettre en place pour faire face, à ces projets. Donc là, je vous ai mis un petit zoom sur, notamment l'enquête, RP, sur, l'impact, des projets de transition écologique dans la perception des représentants du personnel. Quand on interroge, l'impact est vu aussi bien de façon positive et négative par les salariés sur les conditions de travail, avec une approche peut-être même assez neutre, en tout cas, sur ces projets de transition écologique. En seconde, partie, on a voulu, vraiment, interroger l'implication des salariés dans ces projets de transition écologique et notamment du CSE. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on avait, fait le choix d'avoir un échantillonnage, d'entreprises, hem, avec, un nombre de salariés supérieur à 10, notamment sur, la mise en place du CSE. Alors déjà, ce que révèle l'étude, c'est que la mise en place, du CSE, dans les entreprises et notamment dans les entreprises, de moins de 50 salariés, reste, plutôt mitigée puisqu'on n'avait que 41 des répondants qui disposaient d'un CSE. Cependant, pour, 26 d'entre eux, même s'ils n'avaient pas mis en place, ce CSE, il y avait d'autres modes d'échange, d'information en interne, plutôt d'information informelle. Sur, le zoom sur, les justement la mise en place de ces questions au sein du CSE, hein. Je vous rappelle, que les prérogatives du CSE se sont, élargies, au travers des missions enfin des missions, environnementales et de la prise en compte de l'impact environnementaux, des projets, de l'entreprise. On a quand même voilà, été surpris, oui et non, sur, la part, des répondants qui avaient connaissance de ces nouvelles prérogatives. Ils sont que 41 à avoir connaissance, de ces nouvelles prérogatives, du CSE sur ces questions, d'environnement. Donc, voilà, ce qui reste quand même, assez faible. Sur l'implication des salariés au projet, on voit que c'est quand même primordial puisque dans l'enquête, à destination des dirigeants, 2 répondants sur 3 considèrent que l'adhésion des salariés est un levier très important ou assez important pour la mise en place, de ces projets de transition écologique. Et on voit que, les représentants du personnel estiment que l'amélioration des conditions de travail et l'évolution de l'organisation interne constituent des éléments importants pour, impliquer l'adhésion des salariés au projet. Sur l'implication, des salariés, même si, voilà, on voit qu'il y a cette importance à accorder, une place aux salariés dans la construction de ces projets, bah, l'implication reste très descendante puisque, lorsqu'on interroge, les dirigeants sur l'implication, ça reste de l'ordre de réunions d'information et beaucoup moins de l'ordre de l'implication dans des groupes, de travail ou de co-construction, des projets puisqu'ils sont seulement 3 sur 10 à avoir intégré les salariés à des groupes de travail lors de la mise en place de projets de transition écologique. Je reviens rapidement sur, les facteurs, déclencheurs de ces projets dans les entreprises. On a posé la question: quels étaient les principaux facteurs déclencheurs, aux dirigeants qui vous conduisent à prendre en compte, les questions de transition écologique, dans vos projets? Pour 77 c'est, lié à des convictions personnelles.
Ensuite, viennent l'aspect plutôt réglementaire et aussi l'aspect économique ou des attentes du client. Lorsqu'on questionne, les convictions également du point de vue des salariés, quels sont les motifs qui vous conduisent en tout cas à discuter en CSE des impacts environnementaux des projets, de l'entreprise, heu problème, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc Delphine, j'espère que je suis toujours connectée, que tout se passe bien. Oui, Sophie, on a une coupure de connexion, mais c'est bon, t'entends, tu peux continuer. C'est bon. Bah, nickel, merci beaucoup. Désolée, indépendant de ma volonté. Non, non, mais indépendant de notre volonté. Donc en parallèle, on a questionné les freins de la mise en place des projets de transition, écologique dans les entreprises, en posant la question: quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous prenez en compte les questions de transition écologique dans vos projets? Et ce qui ressort en priorité sont de l'ordre organisationnel et technique et humain. Donc on voit bien qu'on rejoint nos enjeux et qu'on du travail sur ces questions. Excusez-moi. Et sur les freins, on a cherché à répondre justement comment ils se faisaient accompagner ces entreprises sur la mise en place de leurs projets. Il faut savoir que 4 répondants sur 10 uniquement ont été accompagnés par des structures externes. Et lorsqu'ils sont accompagnés, c'est principalement par des fournisseurs. Arrivent en seconde position les partenaires locaux, on pense CCI, région, ADEME, ARACT, et cetera. Ou après par leurs clients ou même par des bureaux d'études. Donc voilà, pour résumer, cette enquête permet d'identifier en tout cas un niveau d'action dans les entreprises de la mise en place de cette transition écologique, permet d'identifier, de repérer en tout cas des pratiques dans les entreprises des régions, de la région Hauts-de-France. Ce qui ressort quand même sur les facteurs déclencheurs de la prise en compte de cette transition, c'est quand même le fait d'avoir des convictions personnelles, mais également de poser cette question auprès, dans les réglementations et auprès des pouvoirs publics, que les effets de la transition écologique sur les salariés, elle est évidente et qu'elle concerne, en tout cas par rapport aux répondants, principalement l'organisation dans l'entreprise. Qu'aujourd'hui, ben, sur l'accompagnement, je pense qu'il y a encore moyen de communiquer sur les accompagnements qu'on peut mettre en place justement pour lever ces freins et mettre en place de nouveaux leviers dans les entreprises et que la place, en tout cas, de la délibération de ces actions et de leurs effets tient une place importante en impliquant les salariés, notamment dans la mise en place de ces projets. On le voit. Ceci dit, aujourd'hui, ça reste principalement au travers de l'information descendante, alors qu'on est convaincu qu'il faudrait plutôt rentrer dans des logiques participatives et de co-construction. C'est ce que relevait également la première étude menée en 2021. Vous retrouverez l'ensemble du rapport d'études sur notre site, sur l'ARACT Hauts-de-France. Vous y retrouverez également une synthèse qui a été réalisée. N'hésitez pas à aller la télécharger parce que forcément, sur un temps si court, on n'a pas pu être exhaustif dans l'ensemble de la présentation. On va essayer de prendre vos questions en cours. J'invite peut-être nos partenaires, hein, Annie Jolivier, Delphine Deloal ou Olivia Salé, à y répondre également.
Delphine, si Alors Sophie, pour l'instant, on a une seule question, c'est que tu as dû être très, très claire. C'est Nathalie Bardaille qui souhaitait savoir, tu parlais de différents types de projets. Est-ce que tu peux préciser les types de projets qui ont été mis en place? bon, sur les types de projets qui ont été mis en place, alors je suppose que ça concerne plutôt la deuxième partie du questionnaire, j'espère, Nathalie, qui concerne plutôt l'analyse des projets et leur impact sur le travail. Il faut savoir que ça a été des projets plutôt orientés sur l'énergie, la mise en place d'énergie renouvelable. Alors là, je me retourne peut-être vers Annie et Delphine pour confirmer, mais c'était principalement des projets concernant la mise en place de l'énergie et de la gestion également des déchets. Oui, si tu veux que je complète, Sophie, Oui, par rapport à cette question-là, en fait, les projets mis en place, donc ils sont en page 28 du rapport complet. Donc vous avez le lien dans le chat qui a été envoyé par Delphine. Et donc, c'est des projets qui concernent, comme tu disais, Sophie, principalement l'énergie, donc tout ce qui est mise en place de LED, de panneaux solaires, de bornes électriques, de véhicules plus écologiques, que ce soit électriques, biocarburants, abandonner le diesel, etc. Et puis également de la réduction de l'impact environnemental des produits et services, donc tout ce qui est diminution de l'utilisation de produits chimiques, suppression d'emballage, enfin voilà, ce genre de choses. Donc principalement, ce sont ces genres de projets qui ont été mis en place et qui ont été décrits. Et donc, et voilà, encore une fois, c'est page 28 dans le rapport si vous voulez avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Merci. Il y a une question plutôt pour toi, Sophie. Qu'est-ce qui a motivé nos financeurs à soutenir ce projet, enfin les financeurs à soutenir ce projet? Alors, je pense que ce qui motive, c'est surtout avoir cette approche de transition. Les transitions aujourd'hui sont un vrai facteur et une vraie source d'interrogation aujourd'hui au niveau régional, que ce soit du point de vue du développement économique territorial, mais également de la conduite de la transformation de nos territoires. Et nous, ce qu'on a souhaité mener au travers de cette étude et même de tout l'accompagnement qu'on met en place au sein de l'AREC, c'est montrer que justement la porte entrée, le travail, est vraiment peut-être un facteur d'accélération de cette transition et aussi est nécessaire d'aborder pour améliorer justement la performance de nos entreprises et également les conditions de travail dans nos entreprises au niveau territorial. Il y a une question qui était dans le chat, là. Les salariés comme les dirigeants se sentent-ils assez formés sur le sujet? Alors ça, c'est vrai que je ne suis pas revenue dessus. Alors, c'est plutôt par rapport sur le questionnaire RP, quand je vous ai montré justement l'implication des RP à discuter de ces sujets, notamment au sein du CSE. Il faut savoir que ceux qui se sentaient, qui positionnaient ces questions sous peu importants, c'était par manque de formation ou par manque de compétences sur le sujet ou par manque également de temps pour traiter ce sujet. Donc, on voit que l'aspect formation est un point réellement à lever. Et également, dans la mise en place des actions, là, je vous ai montré l'impact sur le travail, mais on a questionné également les actions qui étaient mises en place pour justement mettre en place ces actions en interne dans les entreprises. Et la formation était un des points qui ressortait également. Encore une question, peut-être encore en prendre une après on pourra continuer. Qu'est-ce qui explique que ce soit les entreprises de plus de 50 salariés qui mettent le plus d'actions en place? Alors, on ne l'a pas forcément interrogé en travers de cette enquête sur pourquoi les entreprises de plus de 50 salariés. Par contre, on a questionné l'appartenance forcément à des filiales et on a vu que les entreprises qui était peut-être le plus engagé appartenait justement plus à des filiales. Alors, est-ce qu'ils sont plus mobilisés, sensibilisés, informés? Est-ce qu'ils ont plus de ressources également pour mettre en place ce type d'action? Voilà, ça a été interrogé en tout cas plus finement dans d'autres études.
Pour l'ARACT, une question pour nous, ARACT. Quelle suite pensez-vous donner au sein de l'ARACT, mais également avec vos partenaires, puisque vous êtes bien ancrés localement? Alors, voilà, on a une approche, je pense que la transition écologique peut se conduire de façon systémique, hein, avec l'ensemble de nos partenaires, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans les accompagnements des projets où on doit se faire croiser les différentes compétences au niveau territorial. En tout cas, l'ARACT reste présente et développe également tout un accompagnement pour conduire en tout cas la transformation, la conduite de la transformation, et on voit que les questions d'organisation, de parcours et de compétences sont des éléments indispensables pour conduire cette transition. Et du coup, on est en train d'expérimenter, par exemple, au travers d'un FAC, donc d'un fonds d'amélioration sur les conditions de travail spécifiques à la transition écologique au niveau territorial, des expérimentations qui nous permettront et on souhaite en tout cas, de déployer des méthodologies avec nos partenaires et de pouvoir les essaimer, en tout cas, au niveau territorial. J'espère être claire. Alors, Olivia Salé du CERD, vous avez posé une question, mais vous pouvez allumer votre micro et peut-être la poser directement à Sophie, si vous êtes là. Et d'ailleurs, je n'ai pas laissé la main à Olivia, mais je pense qu'Olivia est un de nos partenaires primordiaux sur le territoire sur ces questions, et elle peut réagir aussi pourquoi elle s'est engagée avec nous sur ces questions de transition écologique et travail. Bonjour à tous. Alors, je pense que la question n'est pas posée par moi, mais probablement par Clélia, qui est stagiaire au CERD avec nous, donc à qui j'ai transféré le lien. D'accord. Et simplement, nous, on a été ravis d'être partenaires de cette étude aux côtés de l'ARACT. En fait, c'est très important à la fois pour le CERD d'avoir eu l'occasion de repositionner un certain nombre d'enjeux associés à la transition écologique, et à travers cette étude de pouvoir aussi identifier les pistes de travail. Et là, ce que vient de dire Sophie sur les enjeux systémiques liés à la transition, les enjeux d'accompagnement, les enjeux de coopération. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels on travaille au CERD. Et voilà, tout notre rôle aussi de veille et d'accompagnement des acteurs à l'échelle de la région sur ces sujets-là, et prend tout son sens dans ce type de partenariat. Merci. Sophie, je te propose qu'on avance sur les témoignages. J'ai encore une question, mais on pourra peut-être y revenir à la fin. Tout à fait. On va laisser, voilà, l'idée c'était d'appuyer ce questionnaire, enfin cette étude, au travers un témoignage, et on a la chance d'être aujourd'hui accompagnée d'Audrey Dognaud, qui est directrice administrative et financière au sein de l'U2R, Ranson. Audrey, je ne sais pas si vous déjà vous présentez et puis présenter U2R. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Audrey Degnaud, en effet, directrice administrative et financière de U2R depuis 4 ans maintenant. L'entreprise, en fait, nous sommes une PME de 85-90 personnes. On est situé à Cambrai. Et donc, nous sommes spécialisés dans le stockage et le transfert de fluides. Donc, en fait, on conçoit, on assemble et on vend des cuves, donc cuve à gasoil, cuve à eau. Ensuite, tout ce qui est également tout ce qui est pompe. Donc, on crée également des stations fuel. On a toute une gamme également de NHP, donc nettoyeurs haute pression, toute une gamme d'outils pneumatiques. Voilà. Et donc, on est multi-produits et multi-marchés, sachant que le marché d'origine est le marché agricole. Voilà. Historiquement, l'entreprise aura donc 100 ans cette année. Et voilà, historiquement, on est connu essentiellement sur le marché agricole pour nos pompes et tout ce qui peut y avoir autour. Merci beaucoup.
Je voulais vous faire réagir parce que, bon, voilà, on sait que vous êtes engagé dans une démarche RSE. On a vu dans le sondage que l'engagement et les convictions personnelles étaient importantes auprès des dirigeants pour la mise en place des projets de transition écologique. Est-ce que vous pouvez témoigner, vous, sur pourquoi vous êtes engagé dans une démarche RSE chez U2R et comment ça se traduit concrètement dans vos projets au quotidien? Ça remonte à peu près à 2 ans. Voilà, on se rend compte du changement climatique. On était aussi de plus en plus questionnés par nos parties prenantes, donc les banques, les fonds, parfois les clients, les fournisseurs, même si c'était encore faible, sur ce qu'on faisait pour la RSE. Donc, il y a à peu près 2 ans, on s'est dit, bon, ok, alors déjà, qu'est-ce que la RSE? Parce que c'est quand même un sujet très large. Et on s'est dit, si on décide de se lancer dans une démarche, en gros, on s'est dit, soit on y va, soit on n'y va pas. Voilà. Bon, en comité de direction, on a dit, ok, on y va. C'est-à-dire que nous, on veut pouvoir, à notre petit niveau, aussi faire quelque chose et participer à tout ça. Bon, simplement, on est une PME, donc on s'est dit, ok, si on y va et qu'on y va seul, on risque de se perdre, de se disperser. Donc déjà, dans un premier temps, on a fait le choix de se faire accompagner par un cabinet extérieur, qui est le cabinet RSE Inside, pour pouvoir en fait être cadré en fait dans notre démarche et ne pas partir dans tous les sens. Donc, on a fait dans un premier temps, il y a eu un diagnostic de l'existant qui a été fait chez nous, qui nous a donné un certain degré de maturité. Et le diagnostic en question a révélé que sur la partie sociale, on était déjà assez bon, entre guillemets. Bon, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise. Mais que sur la partie environnementale, en gros, des actions étaient faites chez nous. On ne mettait pas sous l'angle de la RSE. Et de là, on s'est dit, bon, ok, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer tout ça? Donc, on a également fait le choix, dans un premier temps, pour pouvoir être justement cadré et factualiser les choses, d'aller décrocher un label. Donc, l'ISO 26000 n'étant pas certifiante comme la 9001, par exemple, on a donc choisi de déposer un dossier pour essayer d'avoir le label Lucie 26000. Voilà. Donc, qui repose sur les 7 piliers de la RSE, etc. Donc, voilà, le point de départ chez nous, c'était ça. Et on a commencé à travailler donc un peu sur tous les sujets et notamment aussi à travers le label Lucie 26000. Donc, on est en cours de labellisation. Nous aurons une réponse fin septembre. Voilà. Et donc, en parallèle, quand on a su que l'ANACT faisait un appel à projet, on s'est dit, tiens, pourquoi pas? Et donc, on a postulé, on a été sélectionné. Et là, on s'est dit, il faut qu'on commence à parler éco-conception. Sauf que pour nous, l'éco-conception, c'était quelque chose d'assez vaste. Donc, voilà, on a postulé, on a obtenu une subvention du FACT qui nous a permis donc de lancer ce projet. En fait, ce qu'on est allé défendre, c'était anticiper l'organisation du travail pour repenser nos offres et nos gammes pour plus d'efficience sociale et environnementale. Donc, on a créé un projet et un groupe de travail on a voulu en fait je ne vais pas dire réinventer, mais repenser la gamme des nettoyeurs haute pression thermiques chez nous. Et donc, pour ça, il fallait donc embarquer un certain nombre de personnes dans l'entreprise parce qu'il n'était pas question que ce soit fait que par le chef de marché ou que validé par la direction. On s'est dit, parce que nous, le but du projet, c'était aussi justement d'y intégrer vraiment de la QVCT. Voilà, et de voir un peu ce que ça pouvait donner, de voir comment les gens allaient réagir. Donc, le groupe de travail complet sur le sujet, chez nous, c'est composé donc d'abord, dans un premier temps, des 3 monteurs opérateurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on a 3 monteurs sur notre ligne de NHP.
Donc, ce sont des personnes qui travaillent dans l'atelier, qui ne sont bien sûr très peu liées aux décisions de la direction. Et on s'est dit, c'est super important, c'est eux qui montent les NHP. Donc, c'est super important de les intégrer au groupe. Donc, il y avait également donc, notre dessinateur industriel, le chef de marché en charge de cette gamme, la responsable des achats, le porteur de projet, ça c'est moi, et on a également inclus un de nos commerciaux pour avoir la vision client. Voilà. Et également donc 2 membres du CSE. Alors, on est une entreprise de plus de 50 salariés, donc on a un CSE composé de 5 membres et on a également un CSSCT. Alors, ce qui n'est pas obligatoire chez nous, mais on préfère avoir, on a des membres du CSE, qui ont la casquette CSSCT. Donc, on a choisi d'intégrer donc le secrétaire du CSE et la secrétaire du CSSCT. Voilà, à ce groupe de travail. Alors, ce n'est pas toujours simple parce qu'il faut réussir à croiser les agendas de chacun. Les opérateurs monteurs, quand ils sont en réunion pendant le groupe de travail, ils ne sont pas sur leur ligne de production. Mais bon, on s'est dit qu'on y allait, donc on y va. Et on a également nous sommes encore, parce que le projet est en cours, accompagnés de 2 experts. Donc, un expert en ergonomie et un expert en éco-conception. Voilà, qui eux sont là pour nous guider, que ce soit pour l'ergonomie au poste de travail des monteurs, et puis bien sûr pour la partie éco-conception du produit. Donc, on est à peu près à la moitié, on va dire à la moitié du projet, c'est-à-dire que là, on est sur le point de sortir le prototype. Et en fin de compte, ce qui ressort du projet pour le moment, c'est la grande implication de chacun, et notamment des opérateurs monteurs. Parce que eux, en fait, on les a sortis de leur atelier en leur disant, écoutez, voilà, vous allez venir discuter avec tout le monde, on veut votre avis. On veut que vous nous donniez des pistes à savoir s'il vaut mieux faire comme ci ou faire comme ça. Et dès le départ, en fait, ils ont été très impliqués et ça leur a vraiment plu de tout simplement que leur avis soit pris en compte, quoi. Voilà. Donc, alors après, bien sûr, responsable des achats, le dessinateur, voilà. Mais au moins, tout le monde, ça a formé un groupe où tout le monde se réunit. Alors, c'est pas toutes les semaines, bien sûr. Parfois, le groupe n'est pas au complet. Mais quand le sujet concerne tout le monde. Mais voilà, en fait, nous, dans un premier temps, ce qui nous saute aux yeux, c'est que la partie QVCT est vraiment respectée. Les opérateurs monteurs se sont sentis valorisés parce qu'on les a mêlés à un projet d'entreprise. Et et surtout, on leur donne l'occasion vraiment de dire, attendez, si vous faites comme ça, nous, on est obligé, alors je vais dire n'importe quoi, mais on est obligé de faire, de serrer 4 vis au lieu de 2, alors que si on fait comme ça, on peut optimiser le temps de travail, on peut le rendre aussi moins pénible. Voilà, donc ça, c'était, pour le moment, c'est le gros avantage du projet. Et après, sur la partie éco-conception, on est seulement en train de la mesurer. Bien évidemment, on rencontre quelques freins. Parce que quand on parle d'éco-conception, on essaie aussi de sourcer pour la partie fournisseur au plus proche de chez nous, ce qui n'est pas simple du tout. Voilà, d'ailleurs, je ne sais même pas si on a trouvé… Alors, il me semble que finalement, on a trouvé un fournisseur qui serait dans les Hauts-de-France, enfin tout au moins dans notre secteur. Mais ça, par exemple, c'est un frein. Ça peut être un frein, donc que ce soit donc pour la distance et bien évidemment après pour le coût que ça peut engendrer. Donc un frein plutôt technique sur cet aspect avec les fournisseurs. Oui. Est-ce que vous aviez inclus justement dans vos réflexions des partenaires externes dans les groupes de travail plutôt, que ce soit fournisseurs, clients, des parties prenantes plutôt externes, ou pour l'instant vous êtes plutôt sur un groupe interne? Pour le moment, on est sur un groupe interne avec… Donc 2 experts, comme je vous disais, mais le fait d'intégrer, donc on a intégré un commercial et c'est vrai notre responsable aussi du SAV, parce que eux sont vraiment en relation avec les clients, donc ils sont à même de savoir ce que le client attend. Et eux, de leur côté, peuvent… alors, même si on fait attention à la confidentialité du projet, voilà, ils sont à même de voir avec leurs clients et de savoir ce que le client attend.
Voilà, parce que là, pour ce qui est du NHP, on parle d'éco-conception, mais on parle aussi d'ergonomie pour faciliter donc l'utilisation par le client, enfin l'utilisateur final. Donc faire en sorte que voilà que le NHP soit le plus léger possible, le plus maniable possible. Donc on a mis en place certaines solutions pour ne pas avoir à se baisser pour le soulever, etc., etc. Et ça, en fait, on a ce retour d'information via les commerciaux. Et là, c'est un projet aujourd'hui sur lequel vous êtes accompagné par des consultants externes, aussi bien du point de vue ergonomique que du point de vue environnemental sur la logique d'éco-conception. On voit que ça rentre quand même dans la stratégie de l'entreprise de se tourner sur des projets de transition écologique et qui permettent. Comment vous pensez pouvoir démultiplier en fait ce type de projet en interne? Est-ce qu'il y a des compétences spécifiques que vous pensez développer ou pas? En fait, justement, là, pour nous, ce projet, c'est, on va dire, un projet test pour voir un peu vraiment ce qui va en ressortir, le bien et le moins bien, pour justement pouvoir ensuite, pour le reste des gammes, alors ça ne va pas se faire en 15 jours de temps et ça ne va pas se faire sur toutes les gammes, voir ce qui pourrait être amélioré sur les gammes de produits pour qu'elles soient plus éco-conçues. Et également donc pour vraiment y intégrer de la QVCT. Donc, comme on est, on va dire, à la moitié du projet, pour le moment, je ne vais pas dire que je ne saurais pas vous répondre, mais en fait, de par l'accompagnement d'un ergonome et d'un spécialiste en éco-conception, on apprend les choses. Et ça nous permettra ensuite, justement, de dupliquer sur d'autres gammes, sur d'autres choses, peut-être par nous-mêmes. Donc, une logique plutôt d'expérimentation, d'évaluation, on va dire. Tout à fait, d'apprentissage également, pour ensuite pouvoir continuer ce genre de projet sur d'autres gammes. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des réactions et des questions dans l'assemblée. N'hésitez pas. Oui, il y a des questions. Alors, une première question. Quel effet utile recherchez-vous avec la création du prototype? Alors, pardon, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez répéter? Quels effets utiles recherchez-vous avec la création du prototype? Je vais vous la mettre. On ne peut pas lancer. On sort forcément un prototype qui ensuite est validé, parce que le fait de sortir un prototype, c'est tout simplement d'avoir le produit sous les yeux, de pouvoir le tester, voir si ça tient la route à tous les niveaux, et seulement après, on lance la gamme, ou alors on modifie le prototype parce qu'on se rend compte que on est passé à côté de telle ou telle chose, et donc à ce moment-là, on relance un autre prototype. Et une fois qu'on est tous d'accord sur le produit final, à ce moment-là, on lance la fabrication pour ensuite déployer. Okay. Si je peux me permettre, je pense qu'il y a plusieurs questions qui reviennent sur la même idée. En fait, la question n'était pas sur le fait de faire un prototype, mais plutôt de savoir quels étaient les objectifs que vous vous fixiez pour l'éco-conception. Parce qu'en fait, vous avez parlé des attentes des clients en termes de maniabilité, mais dans une approche cycle de vie, par exemple, c'est une des questions. Est-ce que c'était, par exemple, d'avoir un matériel qui soit réparable, un matériel qui soit recyclable, donc démontable? Et puis, la question des consommations en énergie et eau, on a mentionné que ça faisait souvent partie des préoccupations, mais en gros, comment vous intégrez à la fois ces questions-là de consommables et en même temps une vision plus large de cycle de vie du produit? Alors, sur le cycle de vie du produit, on est déjà entre guillemets bien armé, c'est-à-dire qu'on conçoit déjà du matériel assez solide, qui est réparable dans le temps, mais en tous les cas, là justement dans le projet d'éco-conception, c'est d'avoir un matériel le plus robuste possible dans le temps et de pouvoir avoir tout ce qu'il faut en pièces détachées, pièces de rechange, pour pouvoir le réparer, même si c'est dans 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est la partie SAV qui se charge de ça. Alors après, il y a différentes bricoles aussi. Par exemple, sur les NHP, on a réussi à intégrer à un moment donné une espèce de gâchette, c'est-à-dire que quand l'utilisateur final ne se sert pas donc de la lance,
quand il lâche la gâchette, ça permet au moteur de tourner beaucoup moins vite. En gros, le moteur ne s'arrête pas, mais il se met un peu au repos. Et donc, pendant ce temps-là, on émet beaucoup moins. Voilà. Donc, c'est plein de petites astuces comme ça qu'on essaie d'intégrer, donc que ce soit au niveau des matériaux utilisés, donc matériaux moins émissifs, on est en train de voir alors là, par contre, j'ai pas la réponse, si on est en acier recyclé, recyclable, donc la durée de vie du produit, la robustesse, tout ce qui est pièces de rechange. Donc voilà, on essaie vraiment d'améliorer à ce niveau-là, sachant qu'on est déjà, nous, on est déjà sous cet angle-là pour pas mal de nos produits. On va peut-être prendre une dernière question puisqu'on arrive sur la fin de ce webinaire. Je vois qu'il y a des questions liées plutôt à la communication et à l'affichage environnemental. Est-ce que vous prévoyez justement cet affichage et dans quelle logique ? Certainement, oui. De quelle façon, on ne sait pas encore, d'autant que chez nous, on n'est pas des très grands communicants. Voilà, on s'en est rendu compte d'ailleurs quand on a fait le diagnostic RSE chez nous, on s'est dit, ah bah tiens, ok, ça c'est de la RSE, tiens, ça c'est de la RSE. Donc, on sait maintenant qu'il va falloir qu'on apprenne à communiquer davantage sur ces sujets. On est en train de voir de quelle façon. Alors, ce sera forcément à travers déjà nos plaquettes, à travers notre site internet, mais il y aura peut-être une communication de plus grand angle ensuite, mais à l'instant T, je ne sais pas vous répondre. On est justement en train de voir un peu comment on pourra communiquer là-dessus. Bon, tout en sachant qu'après, nos commerciaux, une fois qu'on leur explique que le produit est éco-conçu, qu'il a tel et tel avantage, c'est également nos commerciaux qui communiquent auprès des clients en direct, en fait. Et une toute dernière question sur la communication. Alors là, on est plutôt sur la communication externe. Est-ce que vous prévoyez une communication en interne également pour les 70 salariés qui ne sont peut-être pas dans le groupe de projet pour vos démarches ? Alors, en interne, de toute façon, il y a de la communication, alors déjà via le CSE. Et ensuite, chez nous, on a ce qu'on appelle le journal interne. Donc, tous les mois, on sort un journal interne qui parle un peu des projets de l'entreprise, qu'ils soient internes ou externes. Et donc, on en parle régulièrement dans le journal interne. Et ensuite, on fait également ce qu'on appelle on a intégré dans l'entreprise au mois de janvier un responsable QSE, RSE. Et donc, on a mis en place des quarts d'heure sécurité ou des quarts d'heure causerie. Où justement on réunit les gens et on leur explique, l'entreprise met ça en place, on explique un peu le pourquoi du comment. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je suis désolée, je vois d'autres questions. Je pense que votre je sais qu'on est à la fin, mais je voulais juste en profiter puisque la question de la formation avait été évoquée plus haut, pour savoir si au-delà de la communication, est-ce que vous avez mis en place une formation aux enjeux environnementaux pour vos salariés ou est-ce que vous prévoyez de le faire dans la suite de la réflexion que vous avez sur l'éco-conception sur cette gamme-là ? Alors, aujourd'hui, non, c'est pas fait. Ça peut être une piste de réflexion, pourquoi pas. En fait, il y a tellement de choses à faire que oui, pourquoi pas. Bon, à l'instant T, non. C'est pas fait. À l'instant T, c'est plus de l'information. La formation, non, il n'y en a pas, mais après, oui, ça peut être une piste. Bon, du coup, je me permets parce que voilà, on va essayer de respecter l'horaire, mais je pense que cette question était super intéressante. Moi, je voulais rebondir sur le fait que vous avez une compétence également en interne spécifique, qualité, sécurité, environnement, en tout cas qui rejoint les enjeux qu'on vient d'aborder, en tout cas. Oui. Peut-être que ce sera l'occasion, au travers de causeries ou d'autres de moments de discussion sur le travail, d'apporter justement ces sujets et de les mettre sur la table. En tout cas, Madame Degnaud, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Voilà, on voit que ça suscite les questions, qu'on a envie d'aller plus loin. On fera un petit retour certainement quand vous aurez fini votre démarche, vous aurez abouti l'expérimentation, en tout cas de ce projet éco-conception et travail qu'on accompagne à travers le FACT, puisqu'on propose des témoignages. Et je vous invite tous à venir entendre Madame Degnaud certainement dans quelques mois pour présenter l'aboutissement de ce projet.
En tout cas, je trouve, enfin, par rapport à l'étude qu'on a menée et puis par rapport à ce que vous venez de présenter, Madame Degnaud, je pense qu'il est très important aujourd'hui dans les projets de transformation et de transition écologique de co-concevoir. Olivia également le disait tout à l'heure avec l'approche systémique, coopérative, participative. Je pense que c'est un sujet qui amène vraiment cette réflexion en interne et qui permet en interne et en externe, hein, qui permet de poser cette question et que d'engager une approche collaborative permet peut-être aussi de s'appuyer sur la participation justement, que ce soit des acteurs externes ou internes, hein. Je pense aux salariés, c'est ce qui est relevé également de l'étude 2021, de s'appuyer sur des compétences internes pour trouver des solutions et c'est ce que vous faites dans les groupes de travail avec vos monteurs qui sont présents dans les groupes de travail. Aussi, ne pas oublier d'intégrer des objectifs socio-organisationnels dès l'amont des projets de transition écologique, parce que bien souvent, ils sont vus sous une approche très technique pour réduire des externalités environnementales ou une approche technico-productive. Et on voit que dans les résultats de l'enquête, les freins sont plutôt de l'ordre organisationnel et que l'impact est vraiment sur l'organisation du travail. Donc, n'hésitez pas à intégrer des objectifs socio-organisationnels dans vos projets. Repartir du terrain, c'est le témoignage de Madame Degnaud, vraiment pour se confronter au fonctionnement réel et probable de la mise en place de ces projets en interne. Et ça, c'est l'approche co-conception et de conduite de la transformation qu'on préconise, en tout cas au sein de l'ARAC. Donc, quand on nous posait la question, mais quelle suite pour l'ARAC sur l'accompagnement de ces projets, c'est des accompagnements à la transformation. Aujourd'hui, je vous ai mis des ressources qui sont disponibles sur notre site, un petit guide sur la conduite des projets de transformation. On a mis en place 2 infographies sur comment conduire un projet de transition écologique sans négliger les conditions de travail, une infographie sur comment discuter également du travail dans ces projets de transition écologique. Et puis là, on est en train de développer un serious game sur transition écologique et travail pour mettre concrètement en évidence le lien d'un projet de transition sur les conditions de travail. D'ailleurs, on le présente cet après-midi, mais n'hésitez pas à revenir vers nous si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur tout ce qu'on développe avec nos partenaires. J'insiste bien sur le sujet. Et en tout cas, si vous avez des projets de transition écologique et qu'on vous a donné envie au travers de cette étude et de ce témoignage de vous intéresser à la porte du travail, hein, à la porte d'entrée du travail sur ces questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. On reste à disposition. Vous avez mon adresse mail s.cabaret@anac.fr pour toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'étude ou ce qu'on vient de vous présenter. Et je dis un grand merci à toutes les personnes qui étaient avec moi, Madame Degnaud pour son témoignage, à Delphine Legrand qui a été vraiment très professionnelle sur le montage de cette étude et sur tout au long de... excusez-moi, Delphine de Noël. Delphine Legrand pour l'organisation logistique de tout ce webinaire et Delphine de Noël pour nous avoir accompagnés et le service études de la CCI Grand Lille sur Hauts-de-France. Excusez-moi, c'est la fin du webinaire, je fais beaucoup est-ce que c'est des lapsus révélateurs? Je ne sais pas, mais en tout cas de Delphine de Noël sur cette étude, Dany Jolivet du CNAM également, et un grand merci aussi à Olivia Salé qui a toujours été présente dans les comités de pilotage et qui a été vraiment notre vision sur la transition écologique avec nos autres partenaires. Je pense aux équipes REF3 de la CCI, HD Fidé, etc. Donc n'hésitez pas, on est là, on est à disposition. Et vous retrouvez beaucoup d'informations sur notre site aracthautefrance.fr. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à tous, au revoir. Au revoir.